sommaire de cette édition de l'actualité, la zone non lotie de Djikoffé choisie pour abriter le projet pilote de restructuration des zones d'habitat spontané porté par ONU Habitat. La directrice exécutive de l'organisation onusienne visite le quartier précaire ce matin. Nous irons sur les traces de la délégation dans quelques instants. Nous aurons également dans ce journal le bilan des activités du bureau sortant de la communauté musulmane du Burkina Faso. Les responsables sont face à la presse ce matin à suivre le point complet des échanges. Un site touristique qui n'est plus que l'ombre de lui-même. La cour royale de Thiébélé, inscrite sur la liste indicative du patrimoine de l'UNESCO, a tout perdu de son lustre d'antan, constat d'une dégradation qui fait peine à voir. Dans ce journal, bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Amélioration du niveau d'habitation des populations, le quartier Djikoffé, objet de toutes les attentions ce jour. Le célèbre non-loti de Ouagadougou a été choisi par l'ONU Habitat pour abriter son projet pilote de restructuration des zones d'habitat spontané au Burkina Faso. Ce sont plus de 100 milliards de francs CFA qui seront investis dans ce programme. La sous-secrétaire générale des Nations Unies est sur place ce matin pour une visite de terrain que Salifou Belem et Boukari Ouedraogo suivent pour nous. Il est 9h30 quand la sous-secrétaire générale des Nations Unies, accompagnée du ministre en charge de l'habitat, arrive dans la commune rurale de Samba. Après quelques échanges avec les premières autorités de la localité et une présentation du programme de restructuration des zones d'habitat spontané, cap est mis sur Djikoffé. Ici, vivent plus de 60 000 habitants sur une superficie de 604 hectares, soit 102 habitants par hectare. Naturellement se pose le problème d'approvisionnement en eau potable et la directrice exécutive de l'ONU Habitat le constate. Pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations de ce non-loti, Maïmouna Maud Sharif a rendu visite à Moussa Ouedraogo qui vit ici depuis plus d'une vingtaine d'années. Les problèmes sont connus, l'ONU Habitat et le ministère en charge de l'urbanisme se sont donnés une année pour donner une vitrine urbaine à ce non-loti. De grandes voies seront tracées et bitumées avec en bordure des maisons en hauteur qui feront office de boutiques et d'habitation. Je suis content d'apprendre que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une dérivation d'un long engagement de ONU Habitat dans le cadre du programme d'amélioration des bidonvilles. Pour nous, au niveau du département en charge de l'urbanisation de l'habitat et de la ville, c'est espérer que très rapidement, Djikoffé va changer de visage avec la réalisation de ce projet. Djikoffé aura désormais son centre sanitaire, des écoles, des aires de jeu. Au total, plus de 40 milliards de francs CFA seront injectés pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous ne pouvons que axer et surtout notre regard vers la sensibilisation des populations pour que effectivement nous arrivons ensemble, main dans la main, accompagner ce projet afin qu'elle puisse être une réalité. Les populations de ces habitations spontanées auront des titres de propriété et ce projet pilote sera implémenté dans les 13 régions du Burkina Faso. Et sur le terrain de l'immobilier au Burkina Faso, il y a cette suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière par le ministère en charge de l'urbanisme qui fait des vagues. Des promoteurs immobiliers font leur lecture de la mesure gouvernementale aux hommes de médias, tout en abordant d'autres aspects liés à cette question récurrente du foncier. La conférence de presse est suivie pour nous par Souleymane Sanou et Tansa. Bienvenue. Ils sont le plus souvent pointés du doigt pour faire d'accaparement de terre, ces promoteurs immobiliers qui disent parler au nom de tous leurs pairs s'en défendent. Si vous prenez tous les axes de Ouagadougou, c'est les Ouagadais qui ont acheté qui ne font pas immobilier. Mais pourquoi un promoteur immobilier, il paye 3 hectares, il a tous les 8 problèmes à résoudre. Moi je prends l'accaparement de terre, pour répondre clairement, c'est tous les Burkinabés. Aucun promoteur n'ira, à part ce que la loi a prévu, que l'État peut te céder. Voilà, à part ça, aucun promoteur ne peut aller mobiliser le foncier sur le patrimoine foncier de l'État, ni les collectivités territoriales.
Dans une circulaire datée du 9 février dernier, le ministre en charge de l'urbanisme suspendait le traitement des dossiers de promotion immobilière, mais pour Eugénie Kiema et ses camarades, il ne s'agit ni d'une interdiction ni d'un arrêt de leurs activités. Si vous vous rappelez, nous, en tant qu'acteurs du premier plan, nous avons eu à dénoncer le non-traitement des dossiers. Nous avons eu même à introduire des correspondants à presque tous les ministres de la scène du traitement, demandant un inventaire des dossiers non traités. Nous l'avons demandé. Donc aujourd'hui, si le nouveau ministre vient suspendre temporairement pour mieux voir, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de son écrit, de la circulaire, parce que nous l'avons demandé à un moment donné. Ces promoteurs immobiliers disent réaffirmer leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans sa politique nationale de construction de logements, mais aussi pour l'appurement du passif foncier ainsi que les opérations de restructuration. En politique, l'ancien député de l'UPC, Ladji Coulibaly, revient à son parti d'origine, l'Union pour le progrès et le changement. L'annonce est faite par l'intéressé lui-même qui met ce retour dans le cadre de la réconciliation engagée par son parti. Un retour acté sans condition par l'UPC, selon les explications données ce matin à la presse. Roger Cam et Pascal Canet y étaient. Retour à la maison pour Ladji Coulibaly, ancien député de l'UPC. Accompagné d'une délégation de la Comoé, sa province d'origine, il annonce son retour à son ancien parti pour, dit-il, continuer le combat politique. Il estime que leur départ est regrettable. Il a contribué à fragiliser l'UPC. Désormais, il va travailler à réparer le tort causé à son parti. En politique, il y a du tout. Mais, toujours est-il que j'ai dit, le parti, c'est une personne morale, mais dirigée par des personnes physiques. Et ce sont les personnes physiques qui doivent se comprendre pour porter haut le flambeau du parti. Et aujourd'hui, moi, Ladji Coulibaly, je suis venu pour dire que l'UPC, je me suis écarté, je ne suis pas parti. Je reviens encore pour souder et faire telle sorte que l'UPC ait son rayonnement d'antan, parce que vous savez combien de députés il y avait. Et aujourd'hui, il n'y a pas de honte à le dire, si je veux, avec la situation nationale, construire le pays tel que je l'ai conçu avant de venir en politique, avant de venir à l'UPC. Donc si j'étais sincère, je reste. Ça peut avoir des petits coups, mais je reviens. Un retour accepté sans condition par les responsables de l'UPC. Le secrétaire général le met dans le cadre de la réconciliation nationale, mission principale de l'UPC au sein du gouvernement. Le parti a décidé, au vu des responsabilités qui ont été confiées et donc par les autorités, les plus hautes autorités de ce pays, de commencer à faire la réconciliation à l'interne. Vous ne pouvez pas passer le temps à parler de la réconciliation ailleurs alors que chez vous-même la maison brûle. Un rappel, suite à des dissensions internes, 13 députés de l'UPC, dont Ladji Coulibaly, avaient créé leur propre groupe parlementaire dénommé UPC-RD. Sans pour autant déposer officiellement leur démission, les fondeurs se sont présentés sous d'autres bannières politiques pour les élections de novembre dernier. C'est maintenant chose faite. Le bureau sortant de la communauté musulmane du Burkina Faso, dont le mandat a pris fin depuis juin 2020, fait le bilan de ses activités. Le bureau dirigé par El Hadj Abdourahmane Sana veut surtout prendre l'opinion nationale à témoin sur des velléités de division de la communauté dont il dit ne pas se reconnaître. Il sollicite par ailleurs l'implication des autorités pour l'organisation d'un congrès pour élire le tout nouveau bureau. Tout cela est confié aux journalistes ce matin. Les détails avec Walene Bié et Sekou Zongo. Le bureau de la communauté musulmane du Burkina Faso, présidé par Abdourahmane Sana, veut la tenue d'un congrès ordinaire afin de mettre en place un nouveau bureau conformément aux textes qui régissent son fonctionnement. C'est du moins ce qui ressort de cette conférence de presse. Face aux hommes de médias, les conférenciers reviennent sur les tentatives du médiateur du Faso de rapprocher les positions divergentes au sein de la communauté. Les dissensions se sont transformées en une crise entretenue par certaines personnes qui espèrent tirer profit de cette situation. C'est ainsi qu'une médiation a été menée sous l'égide du Madame le médiateur du Faso, qui a abouti à la fin de la crise annoncée le vendredi 11 septembre 2020. Une fin de crise de courte durée, car les conférenciers dénoncent ici des manœuvres du médiateur du Faso
pour mettre en place une instance transitoire qui répondrait au nom de la communauté musulmane. Abdourahmane Sana invite donc les autorités compétentes à s'impliquer afin de régler définitivement la question. Nous souhaitons que les autorités compétentes, c'est-à-dire les ministres de culte, ministres d'État, essayent de prendre ça à bras du corps. Mais nous ne voulons pas, pendant 60 ans, à mon mandat maintenant, qu'il y ait une institution qui se permet de chercher quelqu'un pour mettre un comité. C'est difficile. Nous voulons des élections transparentes, demander l'avis des gens, laisser les musulmans choisir leurs candidats. À cette conférence de presse, des représentants de la communauté venus de plusieurs localités du Burkina Faso ont pris connaissance des réalisations du bureau dirigé par Abdourahmane Sana au cours de son mandat. En santé, un nouveau projet pour les populations du Sahel, préparation pour la résilience au Burkina, Prépare Burkina, est financé par l'USAID pour une durée de 5 ans. Le lancement à Dori ce 12 mars avec Bourema Kane et Lazare Sanou. Le projet Prépare, préparation pour la résilience au Burkina, intervient au Sahel dans la province de Yaga. Ses domaines d'intervention sont la planification familiale, la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, la nutrition, eau, hygiène et assainissement. Nous travaillons, j'allais dire, à 2 niveaux. Au niveau des formations sanitaires qui constituent notre porte d'entrée, nous avons l'ambition d'abord d'identifier les besoins des prestataires et d'apporter notre soutien en termes de formation, en termes d'outils, en termes d'équipement, afin de leur permettre d'offrir des services de qualité pour la mère et l'enfant particulièrement et la population de façon générale. Au niveau communautaire, les différents acteurs seront également formés, équipés pour pouvoir répondre aux sollicitations en matière de santé, d'hygiène et d'assainissement. Prépare Burkina est mise en œuvre par l'ONG Pathfinder International avec le financement de l'USAID et va coûter 20 milliards de francs CFA. Prévu pour durer 5 ans, le projet couvre 3 régions, l'Est, le Centre-Nord et le Sahel. Du matériel et équipements médicaux au profit du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le don de l'ONG allemande HELP est estimé à plus de 65 millions de francs CFA. Témoin de la remise, Amado Ilboudo et bienvenue Taonsa. Du matériel et des équipements sanitaires pour appuyer le département burkinabé de la santé dans la lutte contre le Covid-19. Un don de l'ONG allemande HELP, composé entre autres de lits d'hospitalisation, des tables d'examen et des oxymètres de pouls. Depuis 12 ans, nous travaillons au Burkina Faso dans le domaine de renforcement du système sanitaire et aussi dans le relèvement des populations vulnérables en général. Nous avons pensé, avec l'avènement de la Covid, qu'il est très important de rester dans cette stratégie pour laisser quelque chose qui est durable et qui va servir au-delà, espérons-le, après la fin de la pandémie de Covid. Cet appui vient combler un tant soit peu un déficit dans l'offre de soins de santé dans les formations sanitaires burkinabais, se réjouit le ministre de la Santé. C'est un événement heureux ce soir parce que des partenaires sont venus renforcer les capacités du ministère de la Santé pour lutter contre la maladie en cette période de riposte contre la Covid-19. Donc c'est un événement très heureux pour nous car ce soir nous avons reçu un lot d'équipements biomédicaux qui vont permettre aux formations sanitaires d'améliorer leur capacité de riposte contre non seulement la Covid-19, mais la maladie en général. D'un coût de plus de 62 millions de francs CFA, ce geste est une illustration des bonnes relations de coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso, selon les donateurs. De l'espèce sonnante et trébuchante pour les producteurs d'anacarde, le ministre en charge du commerce vient de lancer ce matin à Banfora la campagne de commercialisation de la noix de cajou brute. Le prix plancher par kilo donc de la noix brute d'acajou au Burkina Faso, le prélèvement de 25 francs sur le kilo de la noix brute exportée, autant de précisions que nous donnent Hassan Gourabou et Karim Sissi. 300 francs CFA, c'est le prix plancher bord champ du kilogramme de la noix brute de cajou pour la campagne 2021.
Un prix annoncé officiellement par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat lors du lancement à Banfora de la 6e édition de la campagne de commercialisation de la noix brute de cajou. C'est dire donc que cette année au Burkina Faso, il est formellement interdit de vendre ou d'acheter la noix brute de cajou en deçà de ce prix. Nous avons la brigade mobile de contrôle, la BMC, qui est dans toutes les régions donc, du Burkina Faso. Et pour les régions qui concernent donc, la production d'anacarde, elles sont présentes. Elles vont veiller en tout cas sur les corridors, dans les lieux d'achat et de commercialisation au respect. Mais ceci se fait sur la base d'informations, donc avec l'interprofession et le conseil burkinabé d'anacarde. On a régulièrement l'information qui remonte et c'est comme ça que nous allons empêcher aux gens donc, de le faire. La campagne de commercialisation de la noix brute de cajou se déroule dans un contexte marqué par les crises sécuritaires et sanitaires. Une situation qui inquiète les différents acteurs de la filière anacarde quant à l'atteinte de leurs objectifs. Pour eux, il est important de trouver des voies et moyens pour promouvoir la filière. Nous avons été accompagnés par des partenaires pour réduire un peu les effets de la pandémie. Mais il faut dire que la pandémie est là. Elle est là et elle est là. Alors, au niveau de l'interprofession, c'est compliqué, c'est un peu difficile. Il faut qu'on travaille dans la transparence. Il faut que les gens ne pensent pas à leur seul intérêt, les intérêts personnels. Ça ne va jamais faire avancer cette filière. Tout comme les années antérieures, un montant de 25 francs CFA sera prélevé sur chaque kilogramme de noix brute de cajou exportée ou réexportée. Un prélèvement qui a pour souci de garder la filière anacarde du Burkina plus compétitive face aux menaces exogènes. Au chapitre éducation, le lycée technique national Sangoulé Lamizana, ex-lycée technique de Ouagadougou, renforce ses capacités d'accueil pour répondre à la demande sans cesse croissante d'effectifs. Un bâtiment administratif, 3 salles de classe, une salle de professeurs devront bientôt sortir de terre pour étoffer l'offre de formation technique. La pose de la première pierre est suivie par Gérard Sommet et Aimé Solange Digma. Par ce acte, le gouvernement entend renforcer les capacités d'accueil et de formation du lycée technique national Sangoulé Lamizana grâce au fonds de contrepartie japonais. D'un montant de 718 millions de francs CFA, cette aide du Japon va permettre la construction d'un bâtiment administratif de 3 classes de 60 places chacune et d'une salle de professeurs de 150 places assises. Et ce n'est pas tout. Et à côté de cela, il y a tout ce qui est équipement informatique, mais aussi équipement donc, de travaux pratiques donc, pour des filières comme la génie mécanique qui aujourd'hui ont un atelier dépassé. Et donc ce sera donc des machines de haute technologie. Les salles de classe construites et les équipements qui vont venir permettront justement d'ouvrir la filière dessin bâtiment à la rentrée prochaine. Cet appui du gouvernement japonais vise à accroître les ressources humaines qualifiées et à renforcer les relations entre les deux pays. On dit que le développement d'un pays passe par le développement de ressources humaines. C'est pour ça que nous contribuons à cette construction de bâtiments. Et l'éducation, c'est l'un des 3 piliers de politique d'aide du Japon, comme agriculture et intégration sous-régionale. Une fois réalisées, ces infrastructures scolaires vont permettre au lycée technique, qui compte actuellement 3005 élèves, 312 professeurs et 15 filières, de répondre à ces exigences de diversification des filières et de qualité de la formation. Ici, c'est une fin de formation pour 100 jeunes issus de milieux défavorisés formés dans les métiers qualifiants qui reçoivent des kits d'installation. La balle est désormais dans leur camp pour se faire une place au soleil. Ce sont les bénéficiaires de bourses de formation à métiers qualifiants octroyées par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La cérémonie de remise de kits depuis Bobo-Dioulasso nous est rapportée par Lamine Karantao et Karim Sissi. Alimata Sidibé reçoit ici, des mains du ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, son kit d'installation.
Un matériel qui va lui permettre de mener sa propre activité, à savoir l'aviculture. Une activité dont les B.A.B.A. lui ont été enseignés au Centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo-Dioulasso, CFPIB. Je fais l'élevage, mais bon, comme les moyens me manquent, aujourd'hui je suis très fière parce qu'à travers cette aide, je suis très contente, ça va beaucoup m'arranger, ça va beaucoup m'aider. Tout comme cette dame, ils sont au total 100 jeunes issus des milieux défavorisés à bénéficier d'une bourse de formation en électricité bâtiment, en installation d'antennes paraboliques, en réparation de téléphones portables, en maintenance informatique, en froid et climatisation, en aviculture, en carrelage et pavage. Une formation rendue possible grâce au ministère en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à travers le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. La formation coûte cher. Les jeunes veulent, mais ils n'ont pas les moyens. C'est de voir comment on les accompagne. Et dans cet accompagnement, c'est un accompagnement total, c'est une subvention à 100%. C'est un début, c'est une lancée. J'invite tous les jeunes à avoir donc l'espoir, même là où les jeunes n'ont pas encore eu cette formation-là, cette possibilité d'avoir cette formation-là. Ils n'ont qu'à garder l'espoir que le gouvernement, donc cette lancée-là, vise donc à promouvoir donc la formation à tous les niveaux. À noter que la formation dont la clôture officielle se tient actuellement s'est déroulée du 16 novembre au 24 décembre 2020 au CFPIB. Une séance de sensibilisation à la protection des données personnelles dans ce journal. Les bienfaits et les méfaits des TIC sont ainsi expliqués aux femmes à Ouagadougou. Les participantes s'informent et apprennent l'utilisation des outils de communication de façon bénéfique tout en se préservant des dangers liés au mauvais usage des réseaux sociaux. C'est la Commission de l'informatique et des libertés qui est à la manœuvre. Précision Vincent Kendrevego. Une femme soutire des informations sensibles à sa copine, les divulgue et doit finir en prison. Le sketch est joué devant des centaines de femmes qui participent ainsi à un séminaire d'information et de sensibilisation à la protection des données personnelles. Et c'est la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, qui organise la formation. Toutes les femmes utilisent les téléphones portables, elles ont leurs données dessus pour échanger, pour commercialiser leurs produits. Donc il est opportun que nous puissions les accompagner par un encadrement, par des conseils pratiques, afin qu'elles puissent travailler en toute sécurité pour leur épanouissement. Ce séminaire a lieu dans le cadre de la célébration du 8 mars qui, cette année, s'est intéressé à l'inclusion financière des femmes dans les TIC, d'où la collaboration du ministère en charge de la femme. Nous pensons que c'est un thème de sensibilisation qui va venir accompagner et renforcer donc les connaissances donc, de ces femmes pour qu'elles puissent effectivement s'intégrer dans le numérique pour améliorer leurs activités de commerce. Les femmes ne sont pas du tout en marge des outils informatiques et des plateformes numériques. Ici, on encourage les participantes à faire bon usage de ces outils qui peuvent rapporter gros, autant qu'ils peuvent provoquer des scandales. Le commissariat général du Festival international des alliances et parenté à plaisanterie de Ouagadougou annonce les couleurs de la 7e édition du FIAPO. Le rendez-vous, c'est du 25 au 28 mars prochain à la place de la Nation à Ouagadougou autour d'une thématique qui met la parenté à plaisanterie à contribution pour la réconciliation nationale et la lutte contre l'insécurité. Le programme complet de la manifestation est décliné à la presse. Précision Césaire Carrefour Oumoussi. La place de la Nation de Ouagadougou va vibrer du 25 au 28 mars prochain au rythme du Festival international des alliances et parenté à plaisanterie FIAPO. C'est l'annonce faite par le secrétariat général du FIAPO. Une édition que les organisateurs veulent mettre à profit pour mener la réflexion sur les solutions à l'insécurité au Burkina Faso et pour une véritable réconciliation nationale. Nous envisageons mettre à contribution le FIAPO pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, toute chose qui permettra aux Burkinabés de se réconcilier et d'être solidaires. Et c'est dans cette solidarité que nous viendrons ensemble à bout de l'insécurité grandissante.
L'édition 7 du FIAPO va se démarquer des précédentes selon les conférenciers. Cross populaire des communautés alliées et parents à plaisanterie. Il y a aussi la nuit des communautés et nous la voulons en termes de grand bal de communautés. En plus, un panel sur le thème du FIAPO 2021 et des rencontres de joutes oratoires entre festivaliers seront au programme. Le thème de cette édition, contribution de l'Alliance et de la parenté à plaisanterie à la réconciliation nationale, à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. C'est un pan de notre culture en souffrance. Il faut sauver la cour royale de Thiébélé, victime d'une dégradation alarmante. Le patrimoine culturel et touristique inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Les fresques du pays Kassena, qui faisaient la fierté de tout le pays, sont presque inexistants par manque d'entretien et de réhabilitation. Constat d'un symbole architectural qui a perdu de son lustre d'antan avec Césaire Carrefour et Amadou Marcel To. Un décor de rêve, symbole de la culture Kassena en pays Gourouzi. Bienvenue dans la cour royale de Thiébélé. À votre attention, il faut éviter de marcher sur les pierres que vous avez là à l'entrée de la cour royale. Là, vous avez des regroupements de pierres sacrées qui représentent des tournes pour les différents petits chefs et les notables qui sont dans le village de Thiébélé. Lors des réunions, chaque petit chef, c'est là où il doit aller s'asseoir. Mais par contre, les pierres que vous avez sous l'arbre sont réservées aux membres de la cour royale. L'arbre que vous aviez par là, c'est le figuier rouge, qui symbolise la puissance de la chefferie Kassena. Le temps de se conformer au protocole relatif à la tradition avec les notables de la cour, et nous voilà dans le palais. La cour royale est toujours habitée. Aujourd'hui, nous recensons plus de 400 personnes qui vivent dans cette enceinte. Et ces personnes sont réparties en 54 petites familles avec 126 cases. C'est aussi une cour royale qui s'étend sur 1,5 hectare. L'homme se charge de la construction de la case Kassena et c'est la femme qui est chargée de les décorer. Dans les traditions Kassena dans le temps, on disait la case d'une femme qui n'était pas peinte, cette femme n'est pas à la hauteur de connaissances sociales. Des cases en 8 carrés ou rondes, on en trouve dans la cour. Chacune construite dans le temps pour des besoins de sécurité. Ce petit muret devait avoir l'auteur de la porte principale. C'était des cases que les Kassena ont construites pour se défendre. Parce que dans le temps, il y avait des animaux féroces qui dévoraient les gens dans les concessions. Et avec ce petit mur, l'animal n'arrivait pas à faire un double saut. Et aussi, on avait les guerres tribales, les Djerma qui venaient du Niger pour nous attaquer. Et avec ce petit mur, l'ennemi qui était le dehors, quand il envoyait une flèche, le mur retenait la flèche. Et pour l'ennemi, quand il finissait de flécher, s'il persistait pour entrer dans la case, il fallait faire jusqu'à 3 mouvements. S'accroupir, se redresser et enjamber avec la tête que tu envoies en premier lieu. Et là, le chef de famille a son siège à côté avec une machette où quand il voit la tête, il pouvait la couper facilement. Une architecture propre au Kassena, menacée de nos jours par la nature, mais aussi par l'action de l'homme. Des cases effondrées ou décapées, la cour royale de Thiébélé est presque délabrée. En 2018, nous avons eu un financement d'une fondation, la fondation Kyomo de Monaco, qui nous ont aidé à repeindre la cour. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ça n'a même pas eu d'impact. À cela s'ajoute l'impact de la crise sanitaire avec pour conséquence la rareté des touristes. Il faut donc réagir et vite. Quand on sait que la cour royale de Thiébélé est déjà inscrite sur la liste indicative du patrimoine de l'UNESCO. Et puis cette question qui de Freeman Tapili, de Honoré Bambara et de KPG va remporter les Faso Music Awards 2021. Rendez-vous le 20 mars prochain à la cérémonie de récompense pour découvrir le champion parmi ces 3 acteurs de la filière musique qui font montre d'un travail remarquable. Les responsables des FAMA dévoilent la liste des nominés aux journalistes à Ouagadougou. Nous voyons cela avec Salifou Belem et bienvenue Taonsa. Voici les 3 nominés au Grand Prix des Faso Music Awards 2021. Freeman Tapili, artiste reggae, Honoré Bambara, promoteur de Miss Université, et KPG, conteur, écrivain et metteur en scène. C'est l'annonce faite ici par les promoteurs de l'événement. Dans la catégorie des prix principaux, un promoteur phonographique verra ses mérites de l'année 2020 récompensés.
Les réalisateurs de vidéoclips, les graphistes, les promoteurs de spectacles, les managers, les arrangeurs, les artistes, les journalistes culturels ne sont pas en reste dans cette tribune de récompense des acteurs de la filière musique qui se sont illustrés notamment de par la qualité de leur production au cours de l'année écoulée. Puis interviennent les prix spéciaux au nombre de 5. Ils célèbrent la meilleure chanson de sensibilisation sur la Covid-19, un jeune maître de cérémonie pour ne citer que cela. Les 8e éditions des FAMA, ce sont 3 jours d'activité, soit du 18 au 20 mars prochain. Au menu, un panel sur le thème « L'art et la culture, facteurs de résilience ». Les FAMA offrent un espace dédié aux artistes en herbe et la grande cérémonie de récompense prévue le 20 mars prochain à Ouagadougou. L'actualité étrangère de ce journal nous conduit en Côte d'Ivoire où la dépouille du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé mercredi dernier en Allemagne, est arrivée ce samedi à Abidjan, accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le président Alassane Ouattara qui s'incline sur le cercueil du défunt. Le programme prévoit un hommage national et l'inhumation est prévue pour vendredi prochain. Et aux États-Unis d'Amérique, la famille de George Floyd obtient 27 millions de dollars de dommages et intérêts, une somme record qui va éviter à la ville un procès au civil. 27 millions de dollars de dommages et intérêts, c'est ce que va toucher la famille de George Floyd, cet Afro-Américain mort lors de son arrestation en mai 2020. Un accord à l'amiable le plus important de l'histoire des États-Unis dans une procédure concernant les droits fondamentaux intentés pour une mort imputable à une faute a été trouvé entre la famille de George Floyd et la ville de Minneapolis. Nous savons qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais répondre à la douleur et au traumatisme intense causé par la mort de George Floyd à sa famille et à tant de personnes de notre communauté qui sont en deuil. Minneapolis a été fondamentalement changé par ce drame et le calcul racial. Je remercie l'État du Minnesota pour cet accord. Mais même si mon frère n'est pas là, il est ici avec moi, dans mon cœur. Parce que si je pouvais le faire revenir, je rendrai tout ça. Un autre frère de George Floyd, Rodney, a lui estimé que cet accord à l'amiable était un pas nécessaire pour permettre à la famille de faire son deuil. La famille de George Floyd, qui avait déposé plainte au civil en juin 2020 contre la municipalité et les 4 policiers impliqués dans sa mort, le procès pénal de l'un d'eux, Derek Chauvin, qui avait asphyxié George Floyd avec son genou en l'immobilisant à terre, s'est ouvert mardi à Minneapolis. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Amadou Marcel Tol vous donne rendez-vous à 23h pour la dernière version des informations sur la télévision de Burkina. Moi, je vous souhaite un très bon week-end.